j'ai la tâche ingrate de terminer un petit peu la journée, et en plus sur un sujet qui, à mon avis, n'est pas spécialement le plus sexy. Et on a déjà justement, j'ai lu des orateurs qui nous ont présenté des réflexions philosophiques, sociologiques, des analyses un petit peu, même psychologiques, un petit peu du fonctionnement de l'être humain et du racisme. Et moi, je vais venir avec des concepts un petit peu plus juridiques. Alors, on m'a demandé donc de présenter le racisme au regard de la loi. Alors, je présente un petit peu mon intervention. Donc, je vais d'abord présenter quelques chiffres d'UNIA pour montrer que voilà, le racisme, évidemment, est un phénomène systémique. Ça a déjà été dit et redit aujourd'hui, et je pense qu'on ne doit convaincre personne, mais représenter quelques chiffres tout d'abord d'UNIA pour remettre cette réalité en face. Ensuite, je vais présenter quels sont les comportements finalement interdits par la législation et quelles sont finalement les potentialités que offre l'arsenal juridique belge en matière de lutte contre la discrimination. Potentialités, mais aussi ses limites, évidemment. Je pense que c'est Édouard Delruel qui l'a dit ce matin. On avait deux outils, on avait la loi et l'éducation. Voilà, la loi a montré ses limites, et je vais évidemment aussi revenir sur ces limites avec quelques peut-être pistes de réflexion pour agir sur le racisme de manière plus efficace à l'avenir. Je ne sais pas s'il y a vraiment besoin de présenter l'UNIA ici, j'ai l'impression que non, vu que, a priori, selon votre métier, vous devez connaître, je pense, l'UNIA, mais donc très rapidement, donc l'UNIA, c'est le nouveau nom du Centre interfédéral pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations, donc le nom à rallonge qu'on a raccourci sensiblement. Donc nous sommes une institution publique interfédérale, ce qui signifie que nous sommes compétents pour agir sur les discriminations qui se réalisent dans différents secteurs de la société, et donc que ce soit au niveau des compétences des autorités fédérales, mais aussi des compétences des autorités régionales et communautaires. Donc je pense à l'enseignement, au transport. On est vraiment compétents pour l'ensemble des législations, si ce n'est que vous savez certainement que la Flandre a acté son départ de l'UNIA pour 2023, et donc nous perdrons la compétence sur les compétences de l'autorité flamande en partir de 2023. Nous sommes une autorité indépendante, donc ça veut dire que nous ne sommes pas une administration, on ne dépend pas d'un ministre qui va nous donner des instructions que nous devons suivre. On suit ce qu'on appelle les principes de Paris, et on est conforme aux principes de Paris consacrés au niveau international. Et nous avons maintenant, le centre existe depuis 1993, développé, je pense, une certaine expertise, que ce soit au niveau juridique, mais aussi, je pense, sur d'autres plans. Alors, que fait l'UNIA? Alors là, mon métier à moi, donc ça fait 14 ans que je suis chez l'UNIA, je traite des signalements des victimes de discrimination. Donc ce sont des personnes qui vont nous contacter parce qu'elles ont vécu une discrimination au logement, à l'emploi ou dans l'enseignement par exemple. Et nous, on va les soutenir dans leur démarche pour arriver, que ce soit éventuellement dans un cadre judiciaire, qui sera vraiment, évidemment, la sanction ultime d'arriver à une sanction judiciaire, mais l'UNIA peut les accompagner jusque-là, mais on a aussi évidemment un rôle de soutien psychologique, parce que c'est déjà très important d'accompagner les victimes de discrimination. Je vais revenir un peu rapidement sur l'impact des discriminations, mais on a déjà, je pense, évoqué la question, mais les discriminations laissent un impact, et c'est important d'avoir quelqu'un pour recueillir aussi cet impact. Donc là, la première mission, c'est de traiter des signalements individuels. À titre personnel, moi j'ai travaillé chez l'UNIA sur différents secteurs. Donc j'ai travaillé sur le logement, sur l'ORECA, sur le sport, et je suis maintenant à la question de ce qu'on appelle les délits de haine. Je reviendrai sur la notion par la suite. La deuxième grande mission de l'UNIA, c'est d'informer, former, sensibiliser. Donc c'est évidemment, on a un service de formation qui va former toute une série d'acteurs, notamment, je pense, on a une collaboration avec la police de manière assez structurelle. On va former les ressources humaines de certaines entreprises, parce qu'on estime que ce sera des personnes importantes pour faire changer les choses au sein d'une entreprise. On va évidemment formuler des avis, des recommandations, et donc notamment la recommandation qu'on a faite depuis bien longtemps de redévelopper un plan d'action national contre le racisme, qui a été récemment mis en place, même si on peut avoir certaines critiques par rapport à la manière dont c'est fait. Mais en tout cas, voilà, évidemment, tout ce travail au niveau individuel mène à des réflexions un peu plus structurelles pour faire changer les réglementations. Et évidemment, on fait aussi également des recherches, des études. On a parlé ce matin, je pense, du monitoring socio-économique, par exemple,
qui, à l'instar de ce que Vincent Cornille présentait, l'étude de View, qui va un petit peu démontrer quels sont les secteurs dans lesquels on va retrouver les personnes d'origine étrangère, et on va remarquer une certaine stratification du marché de l'emploi. On a publié les baromètres de la diversité dans le logement, dans l'emploi et dans l'enseignement, qui veulent analyser le taux de discrimination dans ces différents secteurs et voir si ça se reproduit à l'avenir. J'ai peut-être une petite question pratique. Jusqu'à quelle heure Alors, en principe, jusqu'à 16h pour qu'il puisse y avoir un quart d'heure de débat et de discussion, mais comme je lui avais déjà volé la parole tout à l'heure, on pourrait aller jusqu'à 16h15 sans qu'il y ait alors ou très peu de questions. Non, mais je pense avoir fait un exposé relativement léger, mais donc c'est juste pour savoir, c'est intéressant d'avoir du temps d'échange aussi, donc je vais essayer de m'y tenir. Vous voyez ici un peu les chiffres du NIA depuis 2016, où vous avez toujours les critères irrationaux qui sont les critères premiers de discrimination. Déjà, les chiffres du NIA, il faut les prendre avec une certaine pincette. Ça n'est que le top de l'iceberg, évidemment. Tout le monde ne vient pas chez l'INA lorsqu'il est victime de discrimination. Donc là, déjà, ce sont des chiffres qui sont biaisés. Maintenant, étant l'organisme de promotion de l'égalité de traitement en Belgique, ils sont quand même révélateurs d'une certaine réalité. Et donc, on voit évidemment que le racisme, et je pense que depuis 14 ans que je suis chez l'INA, ça a toujours été le cas, ça représente plus de 30% des dossiers qui rentrent chez l'INA. En sachant, par exemple, que le deuxième critère, c'est le handicap, avec un milieu associatif qui est beaucoup plus structuré, qui va faire remonter peut-être beaucoup de plaintes, et donc il va peut-être avoir une surreprésentation par rapport au racisme. Deuxième chiffre que je peux vous montrer, c'est le type de discrimination. On a 3 grands types de discrimination. Il y a les discriminations dans le logement, dans l'emploi, dans l'enseignement. Il y a les discours de haine et les actes de haine, les délits de haine. Vous voyez qu'en matière de racisme spécifiquement, on a une proportion quand même relativement élevée de discours et d'actes de haine. Donc on est vraiment face à des critères qui engendrent vraiment des gros préjugés avec des passages à l'acte qui peuvent être de nature très violente. Et donc on est face à... c'est pas le cas pour les autres critères, je le mentionne parce que si je reprends l'exemple par exemple du handicap, on aura par exemple, je dirais, 85% de discrimination. Là où pour le racisme, on a du discours de haine, on a du délit de haine. Ça se manifeste aussi dans les domaines dans lesquels se manifeste le racisme. Donc vous avez encore derrière moi les chiffres depuis 2016 par domaine. Vous voyez que le premier secteur dans lequel se produisent les discriminations raciales sont les biens et services. On a déjà évoqué la discrimination au logement. Évidemment, c'est le secteur le plus important de ce domaine des biens et services. On va retrouver évidemment l'ORECA, on va retrouver peut-être les assurances, peut-être les banques, même si c'est pour le racisme, c'est peut-être un petit peu plus rare dans ce secteur-là, mais les biens et services recouvrent finalement tous les services qu'on va rendre à la population. Et ça, c'est assez marquant. Vous voyez en deuxième position la vie en société. Qu'est-ce que recoupe la vie en société? Ce sont les interactions qui se passent dans l'espace, qui ont lieu dans l'espace public. Donc, c'est les interactions sociales entre voisins, les conflits de voisinage, les injures, ça va être les délits de haine, ça va être les discours de haine justement dans la rue, ou que ce soit via un employeur ou autre. Et donc, dans ces cas-là, on constate quand même une augmentation importante, qui est aussi liée à la manière dont l'Union encode ces chiffres. Je dois le préciser pour toute clarté, parce qu'auparavant, Et donc, en fait, ce qui est surtout important de retenir, c'est que le racisme a lieu dans tous les domaines de la société. Et ça, c'est aussi spécifique aux critères du racisme. Je l'ai dit, on travaille sur le critère de l'âge, par exemple. On va beaucoup avoir des dossiers de l'âge dans l'emploi, mais le racisme, il est dans l'emploi, il est dans le logement, il est dans l'enseignement, il est dans les délits de haine, il est dans l'espace public, donc il est dans la police, dans les rapports avec la police et la justice. Et donc, il y a vraiment la spécificité, et ce qui quelque part, rappelle le caractère systémique et structurel du racisme. Donc, sur base des chiffres du NIA, on peut évidemment arriver aussi à cette conclusion d'un racisme présent dans tous les secteurs de la société. Au niveau du droit, vous voyez qu'il y a toute une série de sources de droit qui existent en matière de lutte contre le racisme. La première source de droit au niveau international, c'était la Convention internationale sur l'élimination de toute forme de discrimination raciale. Vous avez des normes au niveau européen, la Convention européenne des droits de l'homme, des directives européennes au niveau de l'Union européenne qui ont dû être transposées dans le cadre belge.
Dans le cadre belge, il y a la loi du 30 juillet 1981, dite la loi Moureau sur la lutte contre le racisme, et évidemment tous les décrets des entités fédérées. J'ai dit, chaque entité fédérée a dû adopter des décrets antidiscrimination, et donc ce qui nous donne une pléthore de textes de lois antidiscrimination en Belgique. Il va y avoir aussi d'autres réglementations plus spécifiques. On peut penser à des conventions collectives de travail, on peut aussi penser à des règles disciplinaires. On peut parler de secteurs, je pense du secteur du sport par exemple. Le foot a récemment adopté un règlement avec une chambre nationale pour la lutte contre le racisme et les discriminations, où les dossiers liés aux discriminations dans le sport vont pouvoir passer par le biais de cette chambre nationale de lutte contre le racisme et les discriminations. Alors schématiquement, il y a dans la loi de discrimination 7 comportements interdits, donc la discrimination directe, indirecte, l'injonction discriminée, le harcèlement, l'incitation à la discrimination, le délit de haine et certaines infractions spécifiques. Je vais revenir sur chacune d'une assez rapidement. Tout d'abord, il y a la discrimination directe. La discrimination directe, c'est quoi? C'est le fait d'être traité de manière, dans une situation comparable, de manière moins favorable qu'une autre, en raison d'une caractéristique protégée par la loi, et donc on refuse un emploi à une personne en raison de son origine, alors qu'elle a un diplôme tout à fait valable. La spécificité, c'est qu'en matière de racisme, le système de justification, parce qu'on peut dans certains cas justifier certaines discriminations, il est très strict. Ça veut dire qu'en dehors de l'emploi, on ne peut pas du tout justifier une discrimination raciale. On ne peut pas dire dans le logement, je refuse de louer mon logement à une personne noire parce que j'ai eu des problèmes avec des Africains dans le passé et ils ont détruit ma maison. Ça ne peut jamais justifier une discrimination raciale, donc ce sera toujours bien protégé au niveau légal. En emploi, c'est le même. La seule possibilité de justifier, c'est ce qu'on appelle l'exigence professionnelle essentielle et déterminante, c'est-à-dire que lorsque posséder une couleur de peau, par exemple, est essentiel pour exercer un métier. L'exemple que l'on donne, ce sera un acteur. S'il faut jouer le rôle de Martin Luther King, on va demander peut-être un acteur noir. Dans ces cas-là, on ne pourra peut-être pas invoquer la loi de discrimination. Donc, juste pour dire que le système de protection est très, très, très strict. Le deuxième comportement interdit, c'est la discrimination indirecte. Donc, c'est lorsqu'une mesure neutre entraîne pour toute une série de personnes des désavantages particuliers. J'ai pris ici l'exemple d'un employeur qui va exiger une langue maternelle qui serait le néerlandais. Dans ces cas-là, il y a des personnes qui vont pouvoir parler le néerlandais, qui sont tout à fait capables de parler le néerlandais, mais dont ce n'est pas la langue maternelle. Et donc, en matière d'origine, leur origine nationale va faire en sorte qu'elles seront discriminées et on aura une manière d'arriver à de racisme. L'injonction discriminée, c'est simplement de demander à quelqu'un de discriminer. C'est le cas classique du propriétaire qui demande à une agence immobilière de discriminer. Décidément, je fais péter les plombs. Oui. Je pense que l'ampli est aussi fatigué de vous avec moi. Je ne sais pas si je peux dire. J'essaie de continuer à cappella. Évidemment, on remarque que c'est aussi une stratégie pour certaines personnes de passer par un intermédiaire. Donc les propriétaires vont dire, je vais passer par un agent immobilier, comme ça je ne suis pas confronté moi-même directement à la discrimination. Et donc c'est une stratégie aussi pour faciliter quelque part les discriminations. Et donc la loi a voulu aussi sanctionner non seulement l'agent immobilier qui va faire la discrimination, mais évidemment la personne qui est derrière et qui va le demander. Le harcèlement discriminatoire, c'est ce qu'on va retrouver évidemment beaucoup en emploi. Ce sont des comportements indésirables liés au racisme en l'occurrence, qui portent atteinte à la dignité de la personne et créent un environnement hostile, dégradant et humiliant. Et donc ça peut être des remarques racistes au quotidien, ça peut être de poser une peau de banane sur le siège d'un collègue noir par exemple. Évidemment des comportements qui sont très très ennuyants, qui reviennent évidemment beaucoup dans l'emploi. Autre comportement, et là on quitte un petit peu le volet civil, et je rajoute comme une spécificité de la discrimination raciale, c'est qu'elle est aussi à la fois sanctionnée au niveau civil, mais au niveau pénal aussi. Donc discriminer dans l'emploi, c'est une sanction, il y a des sanctions pénales. Il y a eu un employeur qui a été condamné parce qu'il avait refusé d'engager un boucher, et ce boucher, l'argument qui avait été donné, c'était de dire, oui, mais les clients, j'ai peur que les clients ne veulent pas être servis par le boucher noir sur base des stéréotypes de mes clients. Et cet employeur a été évidemment condamné aussi au niveau pénal. Autre infraction pénale, c'est ce qu'on appelle l'incitation, la discrimination, la haine ou la violence. C'est le fait d'encourager publiquement des personnes à discriminer ou commettre des actes de haine ou de violence.
Et c'est ce que l'on retrouve évidemment beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement. Hein. Vous voyez, évidemment, il ne faut pas lire beaucoup la presse pour se rendre compte que dès qu'on va un petit peu dans les commentaires, on trouve vite des choses assez nauséabondes. La difficulté de l'incitation à la haine ou de la discrimination, c'est qu'il faut pouvoir démontrer une intention particulière de l'auteur de vouloir inciter d'autres personnes. Deuxième difficulté, c'est qu'en Belgique, évidemment, l'incitation à la discrimination est une limitation de la liberté d'expression. Et le principe en Belgique, fort heureusement, c'est la liberté d'expression qui protège des propos qui heurtent, qui choquent et qui inquiètent. Et donc on doit l'interpréter de manière assez restrictive, cette infraction d'incitation à la haine. Maintenant, ça ne veut pas dire que toute une série de discours qu'on va entendre, c'est ce qu'on appelle les discours gris, hein, on a déjà beaucoup parlé de Georges-Louis Boucher, j'ai entendu Théo Frankel, j'ai entendu Bardoweva, on peut dire toute une série de politiciens qui vont surfer avec les limites de la loi, qui vont avoir des discours qui en soi ne sont pas de l'incitation à la haine, mais qui vont finalement intégrer les esprits et faire en sorte de propager une pensée raciste au sein de la société et de perpétuer les préjugés et stéréotypes racistes. Et ces pensées-là, ces discours-là sont très difficiles de poursuivre d'un point de vue pénal parce que la loi pénale est rigide. Donc c'est une première limite finalement de la loi antidiscrimination, c'est de ne pas pouvoir sanctionner des comportements qui sont à la limite au niveau des discours. Je pourrais aussi déjà mentionner que la simple injure orale n'est pas sanctionnée par le code pénal actuellement. Ce qui veut dire que dans beaucoup de cas, dans les cas qui arrivent chez l'UNIA, évidemment, ça peut être un voisin qui insulte un autre, de sale arabe, sale noir, etc. On a beaucoup du mal à poursuivre ce type de dossier, donc ça va aboutir à des classements sans suite au niveau judiciaire. Et donc là, il y a évidemment peut-être que le législateur devrait, alors c'est une réflexion qu'on doit avoir, peut-être sanctionner aussi ce type de comportements qui ont un impact évidemment important. Je pense que quand une personne entend sale bougnoule, ça ne lui fait évidemment pas plaisir, et au-delà de ça, ça lui crée vraiment un traumatisme particulier. Autre forme de discrimination, c'est le délit de haine. Donc là, c'est une infraction pénale déjà existante. Je prends l'exemple des coups et blessures, dont l'un des mobiles est la haine, le mépris ou l'hostilité en raison du racisme en l'occurrence. Et donc c'est une personne qui va se faire agresser parce qu'elle est d'origine étrangère ou parce qu'elle est noire. Et donc là, évidemment, on est dans un cas qui est assez grave. Alors vous avez ici la liste des délits pour lesquels une infraction existe. La difficulté que cette liste est limitative, ça veut dire qu'on ne va pas pouvoir, pour certaines infractions, invoquer une circonstance aggravante de racisme parce qu'elle n'est pas prévue dans le code pénal actuellement. Je prends l'exemple des menaces, par exemple. Menacer quelqu'un, je vais tuer tous les Arabes, je vais tuer tous les Noirs, etc. Ça n'est pas une infraction pour laquelle une circonstance aggravante existe. Il y a du racisme, évidemment, derrière, mais le juge ne va pas pouvoir utiliser cette circonstance aggravante. En matière de délit de haine, on va retrouver beaucoup le coup et blessure, ça c'est la principale chose, et puis le harcèlement. Le harcèlement dans le conflit de voisinage, je l'expliquais déjà, ce sont des dossiers qui reviennent souvent parce qu'entre voisins, il va y avoir souvent des tensions qui peuvent parfois ne pas du tout être liées à du racisme, mais sur lesquelles vont se greffer par la suite des comportements discriminatoires. Ça peut être des graffitis, ça peut être des destructions de biens. On a vu récemment, il y a eu la fresque de Maouda, pour ceux qui habitent à la Louvière, qui a été malheureusement taguée par un tag à connotation raciste. Ça tombe évidemment sous la forme d'un délit de haine. Alors, il y a aussi certaines infractions qui sont totalement spécifiques à la loi antiracisme et qui n'existent pas pour les autres critères protégés par les lois antidiscrimination. Tout d'abord, c'est l'appartenance à un groupement ou une association qui prône la discrimination de manière manifeste et répétée. Donc on pense au mouvement néo-nazi, ici vous avez derrière moi Blood and Honor, qui est un mouvement flamand, dont l'un des membres a été condamné sur base de cette infraction. Ce fut le cas aussi au niveau wallon par le groupe identitaire Ardennes, pour ceux qui viennent des Ardennes, dont les membres ont été condamnés sur base de cette infraction. Il y a par ailleurs la diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou haine raciale. Et on parlait tantôt de Laurent Minguet, qui avait peut-être un discours sur la supériorité du QI des Blancs par rapport à celui des Noirs, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas rentrer dans le cadre de cette infraction? En résumé, finalement, le cadre légal, il n'est pas si mauvais en Belgique. Je l'ai dit, il y a beaucoup de lois qui existent, il y a pas mal de comportements qui sont interdits, on peut encore améliorer les détails, on peut augmenter la liste des infractions pour lesquelles on peut retirer un délit de haine, on peut éventuellement sanctionner les injures orales, mais donc il y a quand même une protection qui est assez large.
et qui est plus élevé que pour les autres critères. Dans les autres critères, il y a souvent une possibilité de justification des discriminations. Et donc là, en matière de racisme, c'est très rare. On a pensé déjà à un glissement à la charge de la preuve aussi. Donc pour pouvoir aller en justice, on a prévu que c'était difficile, évidemment, pour une victime de prouver la discrimination. Et donc s'il y a des éléments qui permettent de présumer une discrimination, la charge de la preuve est inversée. Donc c'est évidemment favorable. Et puis il y a une possibilité de soutien par les organismes de promotion de l'égalité de traitement. Donc tout ça est assez favorable et permet quand même de sanctionner alors au niveau individuel. Et c'est évidemment une des limites, et je vais y revenir par la suite, c'est que la loi antidiscrimination, elle va pouvoir s'attaquer au comportement individuel. On va sanctionner des individus au niveau civil ou au niveau pénal, voire au niveau pénal, pour les comportements qu'ils ont eus. Mais on ne va pas évidemment pouvoir attaquer la discrimination, le racisme, au point de vue systémique et structurel, alors qu'on sait que c'est un phénomène systémique. Le fait qu'on puisse déjà sanctionner, c'est déjà pas mal pour une victime. La loi, on ne va pas toujours aller devant le juge. UNIA, elle vient de travailler, on va in extremis, il n'y a pas de volonté d'amendement de la partie adverse, on va aller en justice, mais ce sera aussi un levier pour négocier. Lorsqu'on a une loi et qu'on a un comportement qui est discriminatoire, on va pouvoir demander une réparation, et ce sera peut-être l'occasion pour un employeur de mettre en place un plan de diversité en interne, de mettre un système de référents qui va pouvoir recevoir des plaintes de personnes qui sont victimes de harcèlement au sein d'une entreprise, par exemple. Il y a l'importance symbolique. Dire que dans la loi c'est interdit le racisme, c'est évidemment symboliquement très important. Je crois qu'il est vraiment fatigué le micro. Donc ça participe à modifier les comportements et mentalités, mais ça a ses limites. Très rapidement, mais les limites de l'outil juridique. Je pense que ça va revenir dans... Oui, ça va. 3, 2, 1. La première limite, évidemment, la première limite, je l'ai dit, il y a un problème de sous-rapportage. Qui vient déposer une plainte pour discrimination? Mais pas tout le monde. On le sait, les raisons sont connues. L'Agence des droits fondamentaux au niveau de l'Union européenne l'a déjà démontré. Les gens ne connaissent pas toujours leurs droits, ni les acteurs qui peuvent les aider. On n'a pas toujours la capacité non plus financière, ou même l'envie, l'énergie de se mobiliser, notamment dans une procédure judiciaire, dont on sait qu'elle va être coûteuse, elle va peut-être être longue, ça va prendre beaucoup d'énergie. Et donc les gens ne vont pas toujours déposer une plainte. On n'a pas toujours confiance dans les institutions. Les gens ne vont plus déposer plainte à la police. Si on va à la police et qu'on est mal reçu, ça fait une double discrimination. Enfin, on a une victimisation secondaire qui est possible, et donc il y a toute une série de personnes qui ne vont même plus dans un commissariat de police pour déposer une plainte lorsqu'elles sont victimes de discrimination. Ça peut être la peur de représailles. Si on a quelqu'un dont on connaît et qui est particulièrement violent, on ne va peut-être pas essayer de chercher des problèmes parce qu'on risque des soucis. Et je pense que un des rôles décrits, j'essaie de faire un peu le lien sur votre travail au quotidien, c'est peut-être de travailler sur ce sous-rapportage et de dire, voilà, vous avez des droits, vous êtes avec les personnes de terrain, vous pouvez aller vers UNIA, vous y recevrez un soutien, il ne sera peut-être pas parfait, mais vous serez soutenu. Et donc ça, c'est peut-être un premier rôle que vous pouvez remplir. Évidemment, la deuxième limite de la loi de l'outil juridique, c'est que depuis qu'elle existe, depuis 1981, la loi elle est connue. Donc avant, en 1900, dans les années 80-90, on voyait des affiches, logement interdit aux Noirs. Mais ça, vous ne verrez plus jamais en 2022. Malheureusement, quelque part, heureusement, évidemment, mais ça ne veut pas dire que le racisme n'existe pas. Au contraire, il y a des stratégies d'évitement. Maintenant, on dira c'est déjà loué. Voilà. Et donc, on a adopté son comportement parce qu'on sait que la loi existe et qu'on risque une sanction. Et donc là, évidemment, la loi ne permet pas, évidemment, de toujours attaquer ces stratégies d'évitement. Évidemment, la loi, pour aller en justice et pour pouvoir obtenir des droits, il faut pouvoir prouver les choses. Et c'est évidemment là que le bas blesse souvent, parce que j'ai dit, il y a des stratégies d'évitement, on va dire que c'est déjà loué, etc. Et donc, c'est pas facile de constituer des dossiers. Vous avez le nombre de procédures judiciaires basées sur les critères raciaux en 2021 menées par UNIA, donc ça fait 7 procédures, c'est pas beaucoup. Vous voyez les chiffres, c'était, je ne sais plus combien, 800 signalements, etc. Ça paraît très peu. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autre travail qui a été fait, un travail pour négocier, notamment pour obtenir des indemnités sur cette base-là, mais on voit quand même que c'est assez peu. On n'a pas évidemment ici repris les chiffres du parquet et de la justice, qui aussi poursuit des cas de discrimination raciale. UNIA n'est pas partie dans tous les procès, évidemment.
Et d'où la nécessité de développer des nouveaux moyens de preuve. On sait qu'en matière de logement et d'emploi, on a mis en place au niveau bruxellois, et ça se fait un petit peu au niveau wallon, la possibilité de faire des testings via l'inspection du logement ou l'inspection au niveau de l'emploi. Là aussi, il y a un rôle, je pense, pour les acteurs de terrain, c'est de faire des testings. On a notamment, dans un dossier de discrimination au logement que je suivais à l'époque, on a une personne qui a fait appel à une association partenaire pour faire un testing. Et la personne a fait appel à cette association, elle a enregistré à la fois sa conversation à elle et la comparaison de la personne test, la correction de la personne test, ce qui a permis d'aboutir à un constat de discrimination. Parce que pour l'un, c'était déjà loué, et pour l'autre, le bien était toujours disponible. Et donc là, le testing peut être un levier pour aboutir à des sanctions. Donc là aussi, peut-être que vous avez un rôle à jouer. Très rapidement, parce que ça a déjà été beaucoup dit, le racisme, c'est un problème structurel, systémique et de société. Et ce n'est pas une loi antidiscrimination qui va sanctionner des problèmes individuels, qui va permettre de remédier à tous ces problèmes. Et il y a pas mal de facteurs qui influencent le racisme. L'oratrice juste avant l'a dit, les stéréotypes, les préjugés, c'est un fonctionnement naturel de notre cerveau, et donc on a besoin de mettre des gens dans des cases, alors parfois c'est de manière négative, parfois de manière positive, le tout d'en prendre conscience. Mais ce n'est pas une loi qui va permettre de réfléchir, de travailler sur ces stéréotypes et sur ces préjugés. Il faut évidemment un travail de réflexivité par rapport à ça. Évidemment, il y a les rapports de domination, on l'a vu tout depuis ce matin. Je pense que le racisme est évidemment le signal d'une domination du blanc. C'est notre histoire, c'est les blancs qui dominent les noirs, la colonisation, l'esclavage. Et c'est cette histoire-là, évidemment, dans laquelle s'inscrit le racisme et ces rapports de domination qui sont souvent même inconscients. Aïda le disait juste avant, le privilège de l'homme blanc. Je suis un homme blanc, je me rends compte moi-même des privilèges qui sont les miens, et je pense que je dois encore réfléchir, parce que probablement je ne suis pas conscient de tout ceci, et qu'on va parfois avoir des mécanismes de défense de ce privilège de l'homme blanc, que ce soit pour justement conserver cet accès plus facile à des secteurs comme l'emploi ou le logement. Il y a l'impact des crises aussi, en période de crise économique, les discriminations augmentent. On a besoin d'un bouc émissaire, on le sait, on l'a vu en 1933, pourquoi Hitler est arrivé en 1933 aussi. C'est la crise économique, c'est facile de cibler les juifs et de cibler une population. On le voit ici pour l'instant, ce seront les populations migrantes. On va avoir un discours très dur sur les migrants, alors que, parce qu'ils prennent le travail, ils dépêchent, il n'y a plus de travail pour tout le monde. Évidemment, il y a un lien avec les crises économiques. Et puis le discours ambiant, je l'ai dit, les discours des politiques, Georges-Louis Boucher et autres, ne favorisent pas pour l'instant un climat pour le vivre ensemble. Et puis l'outil juridique ne répond pas à tous les besoins d'une victime. Une victime, elle a besoin de reconnaissance d'une part, donc la justice peut offrir une forme de reconnaissance, mais elle a aussi besoin de comprendre pourquoi elle a été discriminée, et puis a besoin de soutien psychologique. Et ça, actuellement, il n'existe pas beaucoup d'acteurs qui permettent d'offrir ce soutien, et nous plaidons évidemment pour que ça se développe. Je conclue rapidement pour dire que l'outil juridique, malgré ses limites, il reste nécessaire et utile. Hein, c'est le bâton. Alors, est-ce qu'on a besoin toujours d'un bâton? Il faut toujours la carotte, mais il faut parfois aussi le bâton. Et donc là, c'est un signal de la société pour dire que c'est interdit, et ça permet pour les victimes d'obtenir quand même une forme de réparation. Lorsqu'on va en justice, que le juge reconnaît que vous avez été victime d'une discrimination, pour la victime, c'est quand même un certain soulagement. Et ça peut permettre quand même d'initier des changements structurels. Ne fût-ce que parce que la loi existe, on a déjà vu la société qui a évolué dans un certain sens. Maintenant, il faut un travail de fond sur les mentalités, et c'est encore là, il faut le rôle que vous avez au jour le jour, dans vos actions de formation, de sensibilisation, de promotion du vivre ensemble, et c'est ce que vous faites, hein, c'est d'essayer de faire changer petit à petit les mentalités. On doit multiplier les recherches, on doit avoir des actions de communication de manière un peu plus large. Toutes ces choses vont évidemment permettre de travailler sur les mentalités. Et le point qui me semble peut-être le plus central, c'est que, comme je l'ai dit, c'est dépendant de toute une série de leviers, et on a besoin d'actions structurelles dans différents domaines. Parler de discrimination au logement, ça ne va pas si on ne parle pas du manque de logements sociaux en Belgique. Hein, on doit revoir la politique
la politique du logement dans son entièreté, évidemment. Et donc, lorsqu'on pense à la discussion dans l'emploi, on doit réfléchir à la politique de l'emploi. Lorsqu'on parle de l'enseignement, on doit réfléchir à qu'est-ce qu'on enseigne à nos enfants, comment on enseigne la colonisation, par exemple, à nos enfants. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas moi dans mes cours d'histoire, il n'y avait pas un mot sur la colonisation, et je pense que ce sont évidemment des choses qui permettent d'agir sur le racisme, les politiques d'intégration, évidemment. On sait qu'on en a manqué beaucoup dans notre histoire. Maintenant, évidemment, ça se développe et vous êtes en charge, évidemment, de ce suivi. Et évidemment, toutes les mesures sociales de lutte contre la pauvreté. Comme je l'ai dit, si on veut agir contre les discriminations raciales, c'est un outil de domination économique aussi. Et évidemment, lorsque on cumule différents critères, on est racisé, mais on est souvent pauvre aussi. Et dans ce cas-là, évidemment, on a besoin de soutien et malheureusement pas de détricoter l'état social comme on est malheureusement en train de le faire de plus en plus. Je conclurai en disant qu'il faut aussi répondre à certains besoins des victimes avec notamment une assistance psychologique peut-être spécialisée. Il y a certains acteurs, des psychologues qui travaillent avec des personnes d'origine étrangère sur leur parcours migratoire et sur l'impact qu'ils ont eu de vivre le racisme au quotidien. Mais ça, des acteurs comme ça, j'en connais un. Voilà. Pourtant, je travaille depuis 14 ans chez l'UNIA. Donc, je veux dire par là qu'il faut manifestement développer les compétences de ces services. Et puis, peut-être développer des modes alternatifs de résolution de conflits. On a parlé de la justice, c'est très dur d'aller en justice, mais au final, la victime n'a pas toujours besoin d'une réparation en justice. Elle a besoin d'une reconnaissance, ça peut être des excuses, ça peut être via une médiation, ça peut être lorsqu'un employeur prend la mesure qu'il y a du harcèlement entre ses collègues, la réaction de l'employeur va être un soutien pour la victime. Ça peut être dans une école, un directeur qui prend une position. Voilà, je termine ici. J'espère que j'ai fait